21 juin 1942. L'offensive allemande en Libye bat son plein. Tobrouk vient de tomber et les Anglais, en déroute, refluent vers l'Égypte et Alexandrie. Rommel, au fait de sa gloire, élevé au rang de feld-maréchal par Hitler en quête de héros, n'en perd pas moins de vue son objectif, la conquête de l'Égypte et du canal de Suez. Il insiste pour faire annuler l'opération sur Malte et demande instamment l'autorisation d'entrer en Égypte. Sans attendre, il lance immédiatement la poursuite. Le 25, ces 2 divisions de Panzer, qui totalisent moins d'une centaine de chars, franchissent la frontière. Côté britannique, c'est la consternation. Ritchie, affolé, ordonne le repli de son armée sur Mars-Amatrou. Auchinleck, arrivé précipitamment à son QG, le relève de son commandement le 26 et prend lui-même la tête des restes de la 8e armée. Après avoir pris la température du front, il décide de résister le plus longtemps possible sur Mars-Amatrou, où le 10e corps vient d'arriver, puis de reculer sur la ligne d'El Alamein et d'y arrêter les Allemands le temps de se réorganiser. Le même jour, Rommel aborde Mars-Amatrou et lance sans attendre une attaque. Les 2 divisions de Panzer foncent au centre du dispositif, puis se rabattent vers la côte, enfermant une partie des forces britanniques, pendant qu'au sud, les Italiens repoussent les restes des brigades blindées. Le 28, le 10e corps anglais, encerclé, rompt vers l'est et traverse les lignes allemandes, non sans perte. Il parvient néanmoins à passer et à rejoindre El Alamein, laissant tout de même 6000 hommes aux mains des assaillants, auxquels s'ajoutent les 6000 faits prisonniers par les Italiens à Mars-Amatrou même. La nouvelle et dernière ligne de résistance anglaise s'étire sur 120 km, du box d'El Alamein jusqu'à la dépression de Ouattara, lit d'une ancienne mer asséchée et impraticable aux véhicules. Elle est organisée en plusieurs boxes, et Auchinleck a réorganisé ses forces en groupes mobiles, intégrant infanterie, chars et artillerie, sous une forme proche des Kampfgruppen allemands. La 9e division australienne, en cours de réorganisation en Égypte depuis son retrait de Tobrouk, est aussi rappelée en catastrophe. Au moment où Rommel atteint les positions britanniques, il ne lui reste plus que 6500 fantassins, dont 5000 Italiens, et 90 chars, dont 30 Italiens. Mais, à moins de 100 km d'Alexandrie, il est plus que confiant, et planifie immédiatement une attaque dans la foulée. Le 30, les 2 divisions de Panzer passent à l'attaque au sud, pendant que la 90e division attaque au nord. Mais les blindés allemands sont arrêtés par un groupe tactique, et les vents de sable empêchent la 90e de progresser. Auchinleck veut profiter du coup d'arrêt porté à l'avance allemande pour lancer une contre-attaque qu'il organise pour le 2 juillet. Mais Rommel le devance et lance à nouveau la 90e en avant pendant que ses blindés stoppent dans l'œuf l'attaque britannique, puis repartent de l'avant. Le soir, ses forces sont finalement arrêtées à 60 km d'Alexandrie. Mais dans le sud, les Italiens, qui tentaient de tourner les positions britanniques, ont subi une violente attaque. À la fin de la journée, la division Ariete ne dispose plus que de 5 chars. Les Germano-Italiens, complètement épuisés, sont contraints de faire une pause. Auchinleck veut immédiatement en profiter et lance une attaque blindée visant à encercler les Allemands avancés à l'est d'El Alamein. Mais ses troupes aussi sont épuisées et l'attaque, malgré quelques progrès, est arrêtée. Rommel recule néanmoins la 90e division, trop exposée. Il sait aussi que le temps joue contre lui et qu'il ne peut attendre les renforts qui arrivent enfin de Tripoli. Il décide donc de repasser à l'attaque au sud. Mais Auchinleck ne lui en laisse pas le temps. Et du 9 au 27 juillet, il va lancer une série d'attaques visant principalement les Italiens, étrillant l'une après l'autre leur formation et obligeant Rommel à utiliser le DAG pour enrayer les attaques. Le 12, la division Trieste est repoussée avec de lourdes pertes par les Australiens. Le 13, c'est les divisions Pavia et Brescia qui subissent les coups des Néo-Zélandais. Le 17 juillet, la division Trento est obligée d'être à nouveau secourue devant une offensive des Australiens. Le 22 juillet, nouvelle tentative au centre enrayée par les Panzers. Et enfin, le 27 juillet, un dernier effort des Australiens échoue au nord. Finalement, les 2 camps, épuisés, à bout de munitions, mettent un terme aux opérations actives. La première bataille d'El Alamein est terminée. Rommel, grâce à la ténacité et l'obstination d'Auchinleck, a été arrêté et a perdu l'initiative. Déprimé par les récents échecs, il est contraint d'attendre les renforts pour pouvoir relancer son offensive. Les Britanniques aussi reçoivent des renforts. 2 divisions blindées et 2 divisions d'infanterie sont sur le point d'arriver au Caire. Auchinleck, du coup, disposera d'une supériorité absolue sur les forces de l'Axe. Il envisage donc une reprise des opérations pour la mi-septembre, délai nécessaire selon lui pour équiper et acclimater ses forces au désert. Mais Churchill, mis en difficulté politiquement, a besoin d'une victoire rapide et décide de venir se rendre compte en Égypte de la situation. Il débarque le 3 août,
rencontre tous les responsables militaires, puis inspecte la 8e armée. Il en tire la conclusion qu'un grand changement est nécessaire pour redonner confiance à la troupe. Il décide le remplacement de tous les responsables militaires. Auchinleck est remplacé par Alexander et la 8e armée est confiée à Gott. Les chefs de corps sont aussi remplacés, mais Gott, abattu par la chasse allemande en rejoignant le Caire, est remplacé par le général Montgomery, encore inconnu. Ironie de l'histoire, le méticuleux Montgomery refuse d'attaquer tant qu'il n'estimera pas ses troupes prêtes et la victoire certaine. Ce sera bien après la date prévue par Auchinleck et Churchill ne peut que s'incliner. L'Africa Corps pour sa part voit arriver, en plus du rééquipement partiel de ses unités déjà en ligne, la 164e division légère et les Italiens aussi envoient des troupes, dont une division motorisée. Mais les problèmes de ravitaillement ne sont pas résolus. La Panzer Armée, à 2500 km de Tripoli, manque de tout et surtout de carburant. De plus, malgré les efforts de la marine italienne, les convois subissent de lourdes pertes sous les attaques aéronavales des Britanniques basés à Malte. Rommel paye là son insistance à annuler l'opération de la conquête de l'île en juin 1942. De plus, malade depuis plusieurs mois, il voudrait se faire remplacer par Guderian ou un général de Panzer le temps de se rétablir. Mais l'état-major allemand refuse et envisage de confier le commandement au général Kesselring, commandant en chef sud-allemand, que Rommel n'estime pas. Il refuse et décide de rester. Le 30 août, il lance l'attaque sur les positions britanniques. L'Africa Corps, malgré le retard accumulé à cause des champs de mines, pénètre profondément dans le dispositif anglais puis oblique vers le nord. Mais il se heurte aux solides positions anglaises de la crête d'Alam El Hafa, qui donnera son nom à la bataille. Sous un feu d'enfer, les blindés allemands n'arrivent pas à passer. Démoralisé, malade, avec des unités presque à court de carburant, Rommel renonce et finit par ordonner le repli. Ces unités sont dans une position difficile, coincées dans les lignes anglaises. Par chance pour elles, le prudent Montgomery réagit trop tard et les Allemands regagnent leur position de départ sans être trop inquiétés. Avec cet échec, les forces de l'Axe ont définitivement perdu l'initiative. Rommel, à bout, finit par rentrer en Allemagne se faire soigner et il est remplacé par le général Stumm, arrivé de Russie et sans aucune expérience des combats dans le désert. Montgomery, lui, accumule les matériels et entraîne ses hommes. Il a prévu d'attaquer à la fin octobre, juste avant l'opération Torche, le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord française. Il dispose d'une supériorité écrasante, plus de 1000 chars, dont les nouveaux Sherman, contre les 260 chars allemands et autant de chars italiens. 200 000 hommes contre 60 000, sans parler de l'artillerie et de l'aviation. De plus, il dispose de réserves conséquentes, alors que son adversaire n'en a pas du tout, sinon une dizaine de chars en atelier. Mais les Allemands ont eu le temps de fortifier leur position. Le 24 octobre, en début de soirée, les Anglais déclenchent l'opération Lightfoot par un formidable tir de barrage sur tout le front, puis 70 000 hommes se lancent à l'assaut. Mais l'attaque s'enlise dans les champs de mines de l'Axe. Après 4 jours de combat, si les Néo-Zélandais ont un peu avancé, la situation reste bloquée et les pertes sont lourdes. Côté allemand, la seule perte importante est celle du chef de la Panzer Armée, le général Stumm, qui a fait une crise cardiaque alors qu'il se trouvait sous le feu de l'artillerie britannique le premier jour de la bataille. Le 26 octobre, l'attaque est suspendue. Rommel, revenu d'urgence, tente une contre-attaque le 27, mais elle est brutalement stoppée par les antichars et les chars lourds anglais. Puis le lendemain, c'est la RAF qui écrase une nouvelle tentative. Rommel, devant l'ampleur des moyens déployés par les Britanniques, démoralisé par ses échecs, ne croit plus en la victoire. Et si le 28, une attaque anglaise au nord est brisée par la 90e division qui détruit 20 chars, les forces allemandes ont été durement malmenées depuis le début de la bataille. Elles ont perdu la moitié de leurs chars et les réserves de munitions et de carburant baissent dangereusement. Côté anglais, l'assurance de Monty commence à agacer, mais celui-ci ne se démonte pas, réorganise son dispositif et prépare un nouveau plan. Ce sera l'opération Supercharge. Le 1er novembre, en début de soirée, l'artillerie et la RAF déclenchent un déluge de feu qui s'abat au centre du dispositif de l'Axe, et l'infanterie, soutenue par 700 chars, se lance à l'assaut. Les combats, violents, durent toute la nuit, mais malgré la perte de 87 chars, les Anglais parviennent à percer. En début d'après-midi, Rommel, à qui il ne reste plus que 35 chars allemands, prend la décision de reculer sur Foucault et commence à donner des ordres en ce sens. Mais le 3, en début d'après-midi, il reçoit un message impératif d'Hitler qui interdit tout recul. Choqué, car c'est la première fois qu'il subit l'ingérence d'Hitler, il finit par obéir, annule ses ordres et se prépare à perdre son armée. Le 4 novembre à l'aube, les Anglais détruisent littéralement les Italiens des divisions Ariete et Breccia.
les chars anglais débouchent en terrain libre et abordent les flancs du Dak, menaçant de destruction l'ensemble de la Panzerarmee. Dans la matinée, Kesselring tombe d'accord avec Rommel sur la nécessité de reculer, et à 20h30, Hitler finit par autoriser la retraite. Rommel, sans attendre la réponse, a donné l'ordre de repli général en début d'après-midi. La bataille d'El Alamein est finie. Les forces de l'Axe ont perdu 35 000 hommes, tués, blessés ou prisonniers, et 180 chars. Le 20e corps italien est quasi détruit, et le 10e est coincé au sud avec peu de véhicules, sans eau et sans carburant. Côté anglais, malgré 14 000 morts et 600 chars détruits, Montgomery annonce une victoire absolue, mais, prudent, il ne lance la poursuite que le 5 au soir, laissant une journée d'avance à Rommel. De plus, il impose des bons successifs et interdit toute initiative intempestive. Il ne veut pas réitérer les erreurs de ses prédécesseurs et tomber dans un des légendaires pièges du renard du désert. L'avance se fait donc avec une certaine lenteur, aux grandes dames de certains de ses subordonnés qui voient l'occasion de détruire l'Africa Korps s'échapper. Le 8 novembre, les Alliés débarquent au Maroc et en Algérie. L'arrivée des soldats américains en Afrique est une surprise totale pour les pays de l'Axe. Mais la réaction allemande est rapide. Outre l'occupation de la zone libre et de la Corse, le premier contingent allemand débarque en Tunisie dès le 10 novembre, sans opposition des Français. Il est commandé par un ancien officier de l'Africa Korps. Le 10 novembre, les Néo-Zélandais atteignent Al-Faya et Soloum, où ils écrasent les restes de la division italienne Pistoia. L'avance anglaise, bien que prudente, se poursuit implacablement, et le 13, la 7e division blindée fait son entrée dans Tobrouk. Rommel s'esquive sur Gazala, puis décroche à nouveau. Les Britanniques approchent de Derna et prennent Mikili le 14 novembre. Mais des pluies diluviennes ralentissent l'avance et permettent aux Allemands de reculer sans mal. Rommel envisage de faire évacuer ses troupes par avion et par bateau depuis Cyrène, mais le commandement allemand refuse et la retraite se poursuit. Le 24 novembre, Rommel arrête ses troupes à Mersa el Brega, puis sur El Aguela. Si lui n'y voit qu'une pause, Mussolini, et dans une certaine mesure le QG allemand, pense pouvoir résister sur cette position et refuse d'envisager un nouveau recul. Montgomery, de son côté, stoppe aussi ses troupes et rassemble ses moyens. Il a décidé de monter une attaque en règle prévue pour le 15 décembre. En attendant, il part en permission au Caire. Profitant de ce répit, Rommel décide alors de partir plaider sa cause directement auprès d'Hitler, et il part pour l'Allemagne le 28 novembre, sans en avertir personne. Mais toute l'attention du Führer est tournée vers Stalingrad, qui vient d'être encerclé par les Russes, et se trouve dans une situation catastrophique. Et s'il fait bon accueil à Rommel, il refuse toute idée de recul en promettant vaguement des renforts. Sur le chemin du retour, Rommel rencontre Mussolini, à qui il arrache l'autorisation de reculer sur Bouéra, à mi-chemin de Tripoli. Dès son retour, il organise discrètement la retraite des Italiens, puis celle des unités du Dak. Malgré un manque chronique de ravitaillement et le harcèlement de la RAF, le désengagement des forces allemandes commence sans trop de difficultés. Montgomery, prévenu, décide d'avancer son attaque au 12 décembre, mais il est trop tard et Rommel s'est à nouveau esquivé, et l'offensive se transforme en simple poursuite. Mais le 15 décembre, les Britanniques qui avancent sur la route côtière rattrapent les Allemands en manque de carburant, et dans le même temps, les Néo-Zélandais qui avançaient à l'intérieur des terres leur coupent la retraite. Le Dak se retrouve encerclé. Le 16, les restes des 2 divisions de blindés foncent sur les lignes des Néo-Zélandais et parviennent à percer, sauvant le Dak de la capture. Les Germano-Italiens s'alignent sur les positions de Bouéra. Rommel, qui sait ne pas pouvoir résister sur cette position très longtemps, prépare déjà son prochain recul. En attendant, Montgomery prépare méthodiquement, comme à son habitude, son attaque de Bouéra. Le 15 janvier, après une intense préparation d'artillerie, il lance l'attaque sur le front pendant que la 7e division blindée et la 2e néo-zélandaise tentent un débordement par le désert. Rommel décroche pas à pas le long de la côte tout en infligeant des pertes sévères aux blindés anglais, qui d'ailleurs font mouvement trop lentement. Mais s'il a le soutien des généraux italiens sur place, l'état-major de Rome et Kesselring sont de plus en plus critiques et envisagent ouvertement son remplacement. Néanmoins, le 17 janvier, il décide un nouveau repli vers Tripoli, et à partir du 19, il commence à saboter les installations portuaires de la ville. Menacés de débordement, les Allemands abandonnent Tripoli le 23 et Montgomery s'en appart le 25 janvier. Du 27 au 31 janvier, des combats opposent l'arrière-garde de la 90e division à la 7e division blindée. Puis les Allemands s'esquivent. Ce 31 janvier, le dernier soldat allemand, du moins libre, quitte la Libye. La guerre du désert est terminée et la campagne de Tunisie commence. Cette campagne du désert aura été celle des occasions manquées. Par les Britanniques d'abord, qui manqueront de chasser les Italiens d'Afrique dès le début 1941.
puis des Allemands qui ne verront pas les forces suffisantes pour l'emporter, et enfin à nouveau les Anglais qui par excès de prudence n'arriveront pas à détruire les forces allemandes avant qu'elles ne puissent faire leur jonction avec les troupes de Tunisie. Montgomery, qui sera sévèrement jugé après-guerre pour sa prudence extrême et ses nombreuses occasions manquées, a quand même réussi où ses prédécesseurs ont échoué. Il a vaincu Rommel. Quant à Mussolini, humilié par la défaite de 1940-41 dans le désert libyen et en Grèce, son armée ne sera plus que l'auxiliaire pauvre des armées allemandes. Son rêve d'empire italien n'aura pas tenu face à la dure réalité de la guerre moderne. Enfin, Rommel, après être entré dans la légende grâce à ses victoires aussi surprenantes que virtuoses avec des moyens souvent inférieurs à ses adversaires, il commence à entrevoir l'irrationalité de Hitler, convaincu que la volonté peut venir à bout du matériel. Mais il restera malgré tout pour la postérité le renard du désert. Reste la grande question. Avait-il une chance de l'emporter? Les germano-italiens auraient-ils pu conquérir l'Égypte? La question reste théorique, mais une mission d'observation allemande, envoyée avant l'arrivée de Rommel, avait estimé à 4 divisions blindées le minimum nécessaire pour obtenir une victoire décisive en Libye en 1941. Le responsable de cette estimation, le général Wilhelm von Thoma, déclarera aussi en apprenant le volume des forces allouées à Rommel qu'il vaudrait mieux alors n'envoyer aucune unité. On peut noter quand même que les possibilités de ravitaillement de telles forces depuis l'Italie auraient été très complexes, voire hors de portée de la marine italienne. On peut aussi remarquer que lors de la première bataille d'El Alamein, Rommel ne dispose que d'un peu plus de 100 chars et moins de 10 000 hommes. On voit mal comment il aurait pu à la fois prendre Alexandrie et le Caire avec des forces aussi réduites, alors que les Anglais disposaient de réserves rapidement disponibles. En conclusion, la guerre du désert restera à part, et sera même qualifiée par certains de guerre sans haine, car exemple de massacre de civils, une guerre où les adversaires se respectaient. Et c'est peut-être pour ça qu'elle fascine autant encore aujourd'hui.